Souvent, l'homme tue sa femme parce qu'elle veut l'abandonner. Et je le raconte, j'ai des exemples où la femme en a un peu marre de l'oisiveté de son compagnon ou de son alcoolisme. Donc le type craint qu'elle l'abandonne et il la tue. Ce sont des crimes où le type s'est levé le matin sans savoir qu'il allait tuer quelqu'un dans la journée. Bonjour à tous, je suis Cristobal Lecrève, bienvenue sur la chaîne du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je suis avec Jacques Dallest, qui a été magistrat pendant une quarantaine d'années. Vous pouvez aussi nous écouter sous format podcast. Jacques Dallest a sorti un livre sur les chemins du crime, édité par Mareuil Éditions, qui est un super livre, hein. Je peux que vous le conseiller. Dedans, il y raconte 42 crimes qu'il a instruits ou jugés pendant sa carrière. Bonjour Jacques Dallest, comment allez-vous ? Bonjour Cristobal, très bien, merci de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir, merci à vous d'être venu. Et je vais directement commencer mon interview. Vous avez eu 40 années passées au cœur du crime. Pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre maintenant ? Alors, c'est pas mon premier livre, puisque en 2015, donc il y a 10 ans, j'avais déjà sorti un livre qui s'appelait Mes homicides, où je raconte mes relations avec des affaires criminelles que j'ai connues dans ma carrière, et notamment des affaires de grand banditisme et autres. Et j'ai continué en 2023, j'ai sorti un nouveau livre, Cold Case, où je raconte un peu la problématique des crimes non élucidés, puisque j'ai dirigé une commission qui a réfléchi là-dessus. Et ce troisième livre, c'est un peu celui d'une trilogie. Cette fois, je parle des crimes élucidés, résolus, que j'ai connus, soit comme juge d'instruction, soit comme procureur de la République, soit comme avocat général d'assises. Vous le dites dès l'introduction, vous avez aimé ces moments terribles mais humainement passionnants. Qu'est-ce qui rend cette matière criminelle si fascinante ? Vous le savez, de tout le temps, et le Nouveau Détective est bien placé, puisque c'est un journal ancien qui est le public, mais depuis très longtemps, en France comme à l'étranger, est friand d'affaires criminelles. Ça nourrit une très grande littérature, et aujourd'hui ce sont des téléfilms, des séries, des documentaires, des podcasts. Il y a toujours un intérêt. Alors on parle même souvent de fascination du grand public. Pourquoi ? Parce que finalement le crime c'est dans la vie, quoi. La vie, la mort, ça fait partie de notre environnement. Et puis souvent il y a l'idée de mystère qui passionne. On frissonne aussi par procuration. Vous êtes là sur votre canapé en train de lire un polar et puis quelque part vous vous identifiez peut-être un peu à l'auteur, à la victime. Ça a toujours passionné. Vous avez vu la production de polar, quoi. C'est énorme. Hein. Et est-ce qu'il y a un jour à la télévision sans qu'il y ait un téléfilm sans un crime ? Il y a toujours ça. Donc c'est quelque chose qui a toujours intéressé. Et moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de rendre accessible à mes concitoyens, qui peuvent être des jurés de cour d'assises, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'un lecteur du Nouveau Détective peut un jour être tiré au sort pour être juré de cour d'assises. C'est d'essayer de faire comprendre un peu comment ça fonctionne, cette machinerie judiciaire qui est un peu compliquée, qu'on découvre dans les médias. Et puis quand vous êtes confronté à cela, c'est un univers de rendre un peu accessible ce domaine qui n'est pas très bien connu finalement. Alors, vous disiez que le crime fascine. Est-ce qu'il y a des affaires qui fascinent, je vais parler plutôt du public, plus que d'autres ? Et pourquoi, en fait ? C'est quoi les conditions pour qu'une affaire, finalement, intéresse le grand public ? Alors, je vais vous dire, pratiquement, la plus belle affaire, enfin, la plus belle situation qui passionne le public et donc les médias, ce sont les disparitions d'enfants qu'on retrouve morts, ou qu'on ne retrouve pas, mais qu'on retrouve mort, et dont l'auteur n'est pas arrêté tout de suite. Vous voyez les épisodes. Prenez l'affaire du petit Grégory, l'affaire du petit Émile. Pourquoi les enfants ? Parce que là, il y a un vrai phénomène d'identification. Tout le monde a des enfants et se dit, mais ça aurait pu être mon gamin. Et puis c'est le côté indignation, quoi. On s'en prend à un enfant. Et ça suscite la révolte, quoi, la colère. Et puis surtout, et là il y a la curiosité qui est aussi sollicitée quand on n'a pas l'auteur tout de suite. Et si en plus, le pire du pire, on retrouve l'enfant mort, assassiné, là on se dit c'est l'horreur, et il y a un danger public, il y a un assassin qui court. Donc là c'est presque les ingrédients
pour qu'une affaire, et regardez le petit Émile, hein, comme ça draine. Il y a eu l'affaire du petit Grégory, mais il y en a eu beaucoup d'autres. La petite Louise, une enfant qui a été tuée en région parisienne par un type de rencontre. Il y a eu beaucoup d'affaires comme ça dans l'histoire judiciaire, et ça a toujours suscité un grand intérêt. Pourquoi ? Parce que les gens se sentent concernés. Un règlement de compte, finalement, c'est un truc entre voyous. Tandis que le meurtre d'une personne adulte ordinaire, ça intéresse plus, et a fortiori un enfant. Voilà, c'est un peu l'explication. Et une fois qu'on a l'auteur, ça retombe. On va juger, je crois, en octobre, la meurtrière présumée de la petite Lola, vous savez, une gamine qui a été tuée à Paris. C'est une femme, la mise en cause. On a un peu oublié, alors que ça avait beaucoup défrayé la chronique. Donc, on en parle énormément de ces faits divers, tant qu'ils ne sont pas résolus. Puis le jour où on a un suspect, quelqu'un mis en examen, la pression retombe. Et ça redémarrera au moment du procès. Là, de nouveau, et je l'ai connu pour le meurtre de la petite Maëlys en 2022, là, de nouveau, l'intérêt, parce que là, tout est mis sur la place publique. Alors, vous avez exercé à Rodez, Lyon, Ajaccio, Marseille, Grenoble. Est-ce qu'il y a une juridiction qui vous a particulièrement marqué ? Pourquoi ? Alors, j'ai commencé, je voulais, à la sortie de l'école de la magistrature, je voulais être juge d'instruction. Ça m'intéressait, ce côté un peu recherche de la vérité, enquête et tout. Et mon premier poste, ça a été l'Aveyron, Rodez, petite ville, plutôt rurale. Et je ne suis pas resté très longtemps, je suis resté 2 ans et demi, mais je raconte un certain nombre d'affaires que j'ai connues là-bas. J'ai fait mes classes d'une certaine manière. Et après, je suis allé à Lyon, où là, c'était une autre dimension avec la criminalité organisée, les règlements de compte, des trafics, des choses comme ça. C'était riche. Finalement, j'ai fait 10 ans comme juge d'instruction. Donc, ça m'a appris à travailler, à essayer de rechercher les auteurs, puis aussi à questionner, à interroger quelqu'un à qui on reproche un viol, un meurtre. Ça a été très bénéfique sur le plan psychologique. Quand vous voulez faire parler quelqu'un, il ne faut pas l'agresser. Le boulot du juge, c'est d'instruire un dossier, c'est d'essayer de faire parler la personne en cause, qui sera peut-être jugée à la fin. Et ça a été passionnant. J'ai beaucoup appris. J'aimais beaucoup aller avec les enquêteurs le matin sur une perquisition, une opération X ou Y. Et après, comme procureur, où là, je suis resté 15 ans procureur dans différentes villes, dont la Corse, avec Ajaccio, et Marseille, là, c'était encore autre chose. Comment on fait pour interroger quelqu'un qui a sans doute commis le pire ? Alors, le juge, il met en examen une personne contre laquelle il y a des indices graves ou concordants d'avoir commis une infraction, c'est ce que dit la loi. Donc, on met en examen quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis un crime ou un délit. Le juge d'instruction, il intervient pour les affaires graves et les affaires complexes. Tous les crimes sont instruits par un juge d'instruction. Viol, vol à main armée, meurtre sont des crimes. Et donc, le travail du juge, c'est de faire parler, s'il le veut bien, puisqu'on ne peut pas forcer quelqu'un qui est suspecté, de dire ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il peut être innocent, puisque le juge instruit à charge et à décharge, et aussi, deuxième chose, de connaître sa personnalité, avec expertise psychiatrique, psychologique, tout ça pour rassembler un dossier qui, s'il est suffisant, pourra être jugé par une cour d'assises s'il s'agit d'un crime, ou par un tribunal correctionnel s'il s'agit d'un délit. C'est ça le travail qui peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça dépend de la complexité de l'affaire. Et tout ça se fait dans une démarche assez confidentielle, puisqu'il y a le secret de l'instruction. Et s'il y a un procès, là, ce sera public. C'est quoi l'affaire la plus longue que vous ayez instruite ? Alors, quand on prend un cabinet de juge d'instruction, on récupère des dossiers de son prédécesseur. Donc, il y a des dossiers pour certains qui avaient déjà 2, 3, 4, 5 ans d'âge. Est-ce qu'on les clôture à son tour ou est-ce qu'on les garde ouverts ? À une époque, l'instruction durait plus longtemps qu'aujourd'hui. Enfin, le temps d'incarcération, la détention provisoire, je pense à l'affaire Simone Weber, qui est accusée d'avoir tué 2 personnes. Elle est restée 5 ans en détention provisoire. C'était un collègue de Nancy qui avait instruit cette affaire. Elle est plus longue, ça a dû être 3 ans, je pense, 4 ans. Mais le problème, c'est qu'à un moment, on est muté, on change de poste, et votre dossier, vous le donnez à votre successeur. Mais il y a des instructions qui ont duré extrêmement longtemps. L'assassinat du juge Renaud à Lyon, en 1975, l'instruction a duré 17 ans. Et elle a été clôturée en 92, pas par moi, mais par un collègue. L'affaire du petit Grégory,
l'instruction dure depuis 1984, plus de 40 ans. Et le dossier est toujours en cours. Donc actuellement, il y a un juge d'instruction qui travaille sur cette affaire. Il y a un magistrat de la chambre de l'instruction de Dijon, puisque le dossier qui avait été instruit à Épinal dans les Vosges a été délocalisé à Dijon. Et depuis 40 ans, c'est maintenant le énième magistrat qui est dessus, travaille sur cette affaire de l'assassinat du petit Grégory. Il n'y a pas de limite dans le temps, même si aujourd'hui, on essaie de resserrer un peu tout ça. Et puis maintenant, avec les cold cases, il y a des dossiers très anciens qui sont réouverts, avec notamment l'intervention du pôle de Nanterre spécialisé. Et peut-être que des années plus tard, il y a des succès, on peut identifier l'auteur d'un crime qui a été commis il y a 20, 30 ans. Pourquoi ? Parce que l'ADN, qui est apparu dans les années 95, permet d'avoir une empreinte génétique. Et là, ça peut être une signature qu'on n'avait pas avant et qui maintenant peut trahir l'auteur des faits, qui a laissé son ADN sur un meurtre, sur un viol. Et c'est comme ça qu'on résout des affaires longtemps plus tard grâce à l'ADN. Est-ce que l'ADN, c'est la preuve des preuves ? Alors, il y a longtemps, on parlait de l'aveu, qui était la reine des preuves. L'aveu a toujours son importance. Quelqu'un qui avoue de façon complète, c'est pas négligeable. Mais les déclarations verbales, on peut très bien revenir, se rétracter, etc. La preuve scientifique, c'est toujours la meilleure. Des empreintes digitales, des traces que vous laissez, et ça a considérablement fait avancer. Ça a pu permettre de disculper des gens qui étaient suspectés. Finalement, c'est pas son ADN, parce qu'on a vu des gens avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Mais l'ADN ne va pas tout dire. Vous voyez, sur nos verres, on laisse notre ADN. Si quelqu'un prend un verre et le pose sur une scène de crime, on va dire, mais pourquoi vous avez votre ADN ? Alors que ça aurait été une machination. En revanche, si on retrouve sur les vêtements d'une victime tuée chez elle du sang, votre sang, il faudra vous expliquer comment il est arrivé là, et pire, votre sperme, ça ne peut pas être un hasard. Parce que l'ADN, on peut se le transmettre des cellules par contact. Alors, le sang, ce n'est pas tout à fait le cas, tout ce qui est fluide humain. Donc il y a ADN et ADN, et certains peuvent être absolument déterminants. J'ai un bon exemple, l'affaire Nordal-Lelandais. On a pu le confondre, et il a été condamné, uniquement parce qu'en retravaillant, en examinant minutieusement le coffre de la voiture, on a retrouvé une microtrace de sang de la petite Maëlys dans le coffre arrière. Jusque-là, on avait retrouvé son ADN sur le tableau de bord. Clignotants, non ? Ah oui. Voilà. Et lui avait dit, bah oui, elle est venue, la petite, elle a joué, elle est ressortie de la voiture. C'était plausible. En revanche, une microtrace de sang sur le coffre arrière, ça montrait qu'elle avait été sans doute transportée. Et là, le Landais a reconnu les faits. S'il n'y avait pas eu ça, il serait peut-être dehors aujourd'hui. Et la petite Maëlys, on la chercherait toujours. Et donc, ça a été la preuve déterminante, la preuve scientifique, l'ADN, qui a pu permettre de le juger, de le condamner. Et d'élucider aussi l'affaire du caporal Noyer. Dans votre livre, vous écrivez « Le crime n'est pas un concept, c'est une réalité choquante ». Qu'est-ce que la réalité du crime, elle vous a appris sur l'homme ? Oui, alors, si vous lisez les grands classiques, Dostoïevski, Crime et Châtiment, la psychologie du meurtrier, il y a 1000 raisons de tuer quelqu'un. Et moi, j'ai appris beaucoup là-dessus pour montrer aussi la complexité de l'esprit humain, pourquoi quelqu'un bascule dans le crime, alors que son frère ne le fera jamais. Il y a plein de choses qui peuvent jouer, la génétique et autres. Et puis, la liberté individuelle qui fait que, et moi, ça m'a beaucoup intéressé justement d'être confronté à ça. Et certains écrivains le racontent bien, ce basculement qu'on peut tous avoir. On a tous un potentiel d'agressivité, plus les hommes que les femmes d'ailleurs, qu'on va maîtriser jusqu'au jour où ça peut éclater. Qui n'a pas eu un moment de colère vis-à-vis d'un membre de sa famille, de ses parents, d'un camarade d'école, de son employeur ? Et de temps en temps, ça explose. Alors il peut y avoir des troubles de la personnalité. Vous savez, Gabriel Fortin, qui a été condamné 2 fois perpète pour le meurtre des DRH, un type qui a tué 4 personnes dans une espèce d'odyssée sanglante. Il a été jugé à Valence et rejugé à Grenoble. Il a une espèce de froideur. Lui, il avait eu un problème ancien. C'était un type qui n'avait pas été connu de la justice et qui, à un moment, a basculé dans le crime parce qu'il avait une rancœur contre le monde du travail. Il a tué 4 personnes. Donc, vous vous dites, ou 3 personnes, qu'à un moment, ça peut arriver à pas mal de gens qui, dans leur vie, vont être en dépression, vont tomber dans des difficultés ou vont avoir un excès de colère, de haine qui explose. Et souvent,
ça se passe dans le milieu familial, l'amour ramène à la haine. Et pour plein de raisons. Et c'est ça qui est intéressant. Et même les psychiatres ont du mal à expliquer pourquoi tel homme, telle personne tombe dans le crime, alors qu'il n'a pas eu une enfance malheureuse, il a un job normal, il n'est pas écarté de la société. Et ça, c'est le grand mystère, et que moi, je n'ai jamais résolu. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment cette espèce de rupture en un trait en quelques secondes, qu'on a du mal à expliquer. Pourquoi? Alors, il y a des gens qui ruminent leur truc, qui préméditent, ça, c'est ce qu'on appelle l'assassinat. Mais la plupart des crimes de sang sont des crimes d'impulsion. Des disputes à la sortie d'un bar, avec son voisin. L'alcool joue un rôle très néfaste. Souvent, l'alcool, et dans mon bouquin, je donne un certain nombre d'exemples. Si les gens n'avaient pas bu, ils n'auraient jamais tué. Mais il y a des gens qui agissent froidement, et dans tous les milieux. Et ça, c'est le grand mystère. Je raconte l'histoire d'un universitaire brillant qui a tué sa femme. C'est pas un milieu du tout défavorisé. Sa femme, qui était elle-même universitaire, et qui a tiré à plusieurs coups de feu en présence de son fils, de leur fils. Voilà, donc personne ne peut se croire à l'abri de ça. On ne sera jamais, vous et moi, un tueur en série. Ni, je pense, un tueur crapuleux qui tuera pour de l'argent. En revanche, on peut tous, vous et moi, à un moment, avoir un coup de colère, de dépression. Regardez ce qu'on voit avec des personnes âgées qui tuent ce qu'on appelle le meurtre compassionnel, qui tuent parce que leur conjoint est malade, Alzheimer et tout. Il y en a eu encore il y a 2 jours, je crois. Des gens bien, qui à un moment, parce que c'est la dégradation du corps, et tuent leur conjoint ou se tuent donc, en fin de vie. Et ce n'étaient pas des meurtriers. Donc cette capacité de criminel, je crois qu'on l'a tous, plus ou moins enfouie, que notre culture, notre éducation va refouler, puis jusqu'au moment où ça explose. Parce que le type qui est humilié par son voisin, qui l'injurie, qui lui fait... Au bout d'un moment, j'ai aussi des exemples comme ça. Ça accumule. Et puis au lieu de parler de ce qui est un peu une forme de soupape de sécurité, on prend un fusil, puis boum, on tire. Et je donne des exemples d'un voisin qui tue son voisin et qui en meurt d'ailleurs de façon assez incroyable. L'accumulation de la rancœur, le silence, le fait qu'on n'extériorise pas, c'est vachement dangereux. Parce que finalement, c'est comme ça que ça peut exploser. Vous savez, comme un détonateur qu'on a dans le cerveau et qui, à un moment, peut, sur un mot, un geste, un truc qui arrive, qui peut faire exploser. Rien de commun entre une rixe à la sortie d'une boîte où tout le monde a un peu bu, il y a un coup de couteau qui part, et le type qui va préméditer la mort du mari de sa maîtresse. Voilà, il y a aussi des gradations. C'est pour ça que c'est très compliqué. Finalement, il y a plein de motifs, il y a plein de types de meurtres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui ramènent toujours au fait que j'évoquais, c'est le côté matériel du crime, c'est un acte terrible. On ôte la vie de quelqu'un. Et ce n'est pas un concept, c'est effectivement un acte matériel qu'il faudra montrer aux jurés qu'est-ce que c'est, comment il est mort, avec des plaies partout, expliquer si les plaies étaient mortelles ou pas. On ne reste pas dans une définition floue. Il faut, pour matérialiser l'intention de donner la mort. Donc c'est toujours sordide, ce qui est évoqué en cour d'assises, parce que c'est comme ça qu'on dira si oui ou non l'auteur a bien commis un meurtre. Et oui, il a donné un coup de couteau, et voulait-il tuer, mais s'il donne 3 coups de couteau en plein cœur, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'était pas seulement pour blesser. Voilà. Et donc, on est obligé d'étudier de façon matérielle la commission du crime, montrer les plaies, rechercher les projectiles et tout. Et ça choque beaucoup, mais ils le supportent, les jurés en cour d'assises, parce qu'on montre des images pour, encore une fois, dire de quoi il s'agit, de quoi parle-t-on. Pas systématiquement, non, les images, elles ne sont pas systématiquement montrées. Oui, mais souvent, il y a 2 choses. Il y a les images de ce qu'on appelle la scène de crime, prises par les enquêteurs, le corps dans une pièce, et puis il y a l'autopsie. Là, ça se passe à l'hôpital, où là, on découpe le corps. Ça, on ne le montre pas. Ça n'a pas un intérêt majeur. Ce qui est en revanche important, c'est de montrer comment étaient placés dans l'espace l'intéressé, les plaies. On les montre quand même. Les jurés ne sont pas obligés de regarder, mais il faut. Puis vous avez le médecin légiste qui vient témoigner à la barre,
Donc il commente aussi. Voilà, le projectile, il est rentré du côté du front, il est sorti. Il faut l'expliquer ça. Ce monsieur, il a 10 plaies. Il y en a 9 qui sont pas mortelles et une qui est mortelle parce qu'elle touche le cœur, etc. Ou une artère. Des coups à la tête. Est-ce que c'est la cause de la mort? Voilà, c'est ça qui est important d'expliquer comment la personne est morte réellement. Est-ce que c'est forcément un acte volontaire ou ça peut être un peu accidentel? Voilà. Donc on est obligé de rentrer dans les détails très froids, très, très effrayants d'une certaine manière, parce que, je vous dis, on juge l'auteur d'un meurtre. Est-ce qu'un magistrat, il peut rester totalement neutre face à la souffrance, que ce soit des accusés ou des parties civiles? Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir des moments de vacillement, peut-être même pendant le procès? On n'est jamais neutre, hein, en fait. On a tous notre humanité, nos émotions. Alors forcément, avec l'expérience, on s'endurcit. C'est comme dans tous les métiers. Hein. Un médecin, il s'endurcit, un policier. Voilà. Donc on prend de la distance. Et il vaut mieux parce que ça peut vous envahir. Hein. Moi, j'ai vu des centaines de scènes de crimes, des gens tués de toutes les manières, des enfants et tout. J'ai vu des centaines de criminels. Et je ne pouvais pas avoir une attitude d'indignation. Ce n'était pas ce qu'on attendait de moi. Il fallait que je maîtrise. Mais forcément, il y a des affaires plus marquantes que d'autres. Celle qui touche les enfants, c'est quand même... Voilà, c'est quelque chose. J'ai une affaire seulement dans ma carrière où je connaissais la victime avant qu'elle soit tuée. Parce que ça n'arrive jamais. Le procureur, il ne connaît pas la victime. Hein. On lui dit, on a retrouvé un cadavre. Bon, c'était le préfet Claude Érignac. Puisque j'étais en poste à Ajaccio depuis plus d'1 an. Donc on se voyait, on se fréquentait beaucoup pour des cérémonies, pour des réunions. Et un soir, on m'appelle pour me dire, on vient d'assassiner le préfet Érignac dans la rue. Donc je me suis précipité et puis j'ai vu le corps du préfet. Donc c'était la seule fois où je connaissais la victime, puisque ça n'arrive jamais. Vous êtes autorisé à couvrir l'affaire? Ah oui, c'est le rôle du procureur. Mais... Ah si, oui. C'est le rôle du procureur. Même si vous le connaissiez directement la victime. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Sauf si ça avait été un membre de ma famille. L'affaire aurait été délocalisée, on aurait saisi quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, parce qu'il peut y avoir une sorte de subjectivité finalement. Oui, mais bien sûr, mais ça, pas quand il s'agit de relations professionnelles. Si c'est un membre de votre famille, bien sûr, là vous... mais c'est la seule fois où la victime, je l'avais rencontrée de son vivant, avant les faits. Voilà. Et donc ça, forcément, ça vous marque davantage. Hein. Et ça, souvent, j'allais assister à des autopsies et tout, je me disais que ce garçon, souvent ce sont des jeunes, il était plein de vie 3 minutes avant les faits, quoi. Et il se retrouve à l'état de cadavre, et c'est terrible, comme une vie peut changer. Moi, j'étais sur des tueries à Marseille, une où il y a eu 5 jeunes qui se sont fait tirer dessus dans une voiture, il y a eu 3 morts, on sortait les corps... de la voiture pour les examiner, c'est des images qui me restent encore. Hein. C'est pour ça que je les ai racontées un peu tout ça dans les bouquins. C'est une forme aussi d'exutoire, aussi de faire partager, parce que j'ai beaucoup enseigné, j'enseigne encore en fac, peut-être à des étudiants qui seront, pourquoi pas, des avocats, des juges, des procureurs, leur faire passer un peu ce que j'ai vécu pour leur dire... peut-être ça vous intéressera, ou au contraire, ça vous dissuadera, parce que ça, c'est pas pour moi. L'intérêt de raconter un peu de l'intérieur et avec ma subjectivité. Hein. Dans le dernier chapitre du dernier livre où je raconte le procès Maëlys, je raconte un peu mon état d'esprit, si vous voulez. Ce que font rarement les magistrats. Les avocats écrivent beaucoup, les enquêteurs aussi, les magistrats assez peu, finalement. Dans la collection que je dirige, il y a l'ancien procureur qui a traité l'affaire Fourniret, qui a écrit un bouquin formidable, où il raconte tout le procès et toutes ses rencontres avec Fourniret. Et c'est vraiment bien, parce que les magistrats souvent écrivent assez peu. Et je trouve que c'est bien d'exprimer, montrer qu'on n'est pas des machines, qu'on peut se tromper, qu'on a des émotions, J'ai souvent raconté que le soir, quand je rentrais après un règlement de compte à Marseille, je mettais une émission de nature et sur des animaux, parce que mais même néanmoins, quand vous dormez, vous avez des images qui réapparaissent. Hein, et je me souviens encore beaucoup, c'est pour ça que ça permet de les raconter, de mes rencontres avec des tas d'homicides que je n'ai pas tous racontés, parce que j'en avais encore beaucoup d'autres, hein, que j'aurais pu raconter. Et pour dire que si un jour vous voulez faire ce métier,
vous allez être confronté à ça. Si un jeune magistrat un jeune étudiant en droit veut faire la magistrature, sort de l'école, il faut savoir que s'il est nommé au parquet, par exemple substitut, à Toulon, peut-être que 2 jours après sa prise de fonction, on va l'amener sur un crime. Ou un suicide, ou un grave accident, avec des morts. En fait, quand on est magistrat, notamment du parquet, on est confronté très régulièrement à la mort. Et à la mort brutale. Pas que criminelle, accidentelle, suicide. Et ça, il faut s'habituer à ça, parce que ça fait partie du job. Le procureur rejoindra les enquêteurs, les pompiers. Et imaginez les collègues qui sont allés sur l'attentat du Bataclan. Ouais. Il y a plusieurs jeunes magistrats qui vous rendez compte, l'amas de corps, comme c'est des trucs qui doivent vous rester, ou Charlie Hebdo. C'est des images qui vous restent toute votre vie, quoi. Donc, mais c'est ce qui est passionnant dans le métier. Vous vous souvenez de la première fois que vous rencontrez la mort, finalement, que vous voyez un corps, un cadavre? Ouais, j'étais élève magistrat, on appelle ça auditeur de justice. J'étais à Annecy en stage, c'était ma ville natale, et j'avais été à une autopsie puisqu'un type avait tué l'amant de sa femme, oui, je crois. Il lui avait donné un grand coup de couteau de cuisine qu'il avait ouvert à l'abdomen. Et donc, je suis allé assister à l'autopsie à l'hôpital. Il y avait une femme médecin légiste qui était très tranquille. Bon, et puis, je me suis approché. Elle me demandait presque de tenir la calotte crânienne qu'elle était en train de scier avec une scie pour connaître les hématomes. Alors, j'étais un peu... Mais elle était habituée à ça. Et le corps était ouvert. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ce type. Je me dis, mais l'autopsie a déjà commencé. En fait, le gars l'avait embroché. Il lui avait ouvert tout l'abdomen avec un gros couteau de cuisine. Et la victime avait réussi quand même, depuis le lieu, c'était sur un parking, du coup de couteau, il avait traversé la rue. Il s'était effondré dans le hall de l'hôpital qui était juste à côté. Il avait pu faire 100 mètres avec les tripes. C'est énorme, ouais. Incroyable. Ouais, ça, voilà, un truc, c'est mon premier autopsie. On en voit quand on est élève magistrat à l'école de la magistrature qui est à Bordeaux. Okay. Et après, j'en ai vu beaucoup. J'aimais pas trop y aller parce que souvent, c'est l'odeur qui vous reste. Alors, surtout quand le corps est en décomposition, putréfaction, alors là, il faut d'ailleurs pas y aller. Enfin, il faut avoir une blouse parce que ça vous imprègne les vêtements, il faut les jeter. Mais ça peut être intéressant pour mieux comprendre des choses. Je me souviens de 2 cadavres carbonisés qu'on avait retrouvés dans une voiture, un accident de voiture avec incendie. Et quand j'ai vu les 2 corps, je ne savais pas c'était un couple, quel était l'homme et la femme, à première vue. Tellement les corps sont recroquevillés qu'il faut, après, on s'en rend compte, mais c'est pour dire que, voilà, et j'en ai vu beaucoup, des barbecues, des meurtres avec incendie de voiture à Marseille. Donc, au bout d'un moment, on se détache. Voilà. Mais il y a quand même toujours des images qui vous restent. Et à titre personnel, l'affaire qui m'a le plus marqué dans votre livre, c'est Mon père et mon amant. J'ai trouvé que c'était l'une des plus bouleversantes. C'est l'histoire d'une fille qui tue son père après des années d'inceste. Quelle place la justice, elle peut laisser à la souffrance dans des cas aussi extrêmes? Ouais, c'est une bonne question, parce qu'on focalise beaucoup sur l'auteur des faits. Voilà. La victime qui, là, est à la fois auteur du crime, mais aussi victime, effectivement, d'inceste. Alors, on peut compatir. J'ai eu toute une série de femmes, en même temps, j'instruisais ces dossiers, qui avaient tué quelqu'un, leur conjoint, leur amant, son père. Cette femme, qui est une femme, je le raconte, qui avait déjà 24 ans, très costaud, grande. Il vivait avec son père, comme si c'était sa femme. Donc, et jusqu'au jour, elle en a eu marre, quoi, et ils se sont disputés, elle l'a tué. Elle n'a pas été condamnée à une peine d'ailleurs très longue. Elle avait souffert en silence, cette femme, elle travaillait avec lui comme artisan, et le type l'exploitait à tout point de vue. Il la considérait, alors c'était à la fois son employé, qu'il ne payait pas, sa maîtresse, sa fille, enfin bon, une espèce de confusion totale. Donc évidemment, tout ça, ça joue. Il y a 2 aspects dans un crime. Il y a l'auteur qui est vivant, puisque s'il est mort, on ne peut pas le juger. Et là, on connaît beaucoup de choses de l'auteur des faits. Par contre, la victime, qui, elle, n'est plus de ce monde, on ne sait pas finalement tellement qui elle était, parce qu'elle n'est plus là. Elle ne peut pas dire sa vérité. Des fois, on ne sait pas grand-chose de la victime. Si c'est un enfant, sa vie est courte. Des fois, on a à peine des photos d'elle, de son vivant.
Il peut même arriver que la victime, il n'y ait pas de partie civile, ça m'est arrivé qu'il n'y a pas d'avocat pour la famille, donc les gens qui ont rompu avec leur famille, alors que l'accusé, lui, a un avocat. Donc il peut y avoir un peu une disproportion. On parle beaucoup de l'auteur, on fait son procès, c'est normal, on étudie sa personnalité, et la victime, finalement, ou les victimes, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, on sait peu de choses d'elles. Et s'il y a un avocat en partie civile, il peut les faire revivre, et leur expliquer que c'est des gens qui avaient des tas de projets, mais il manquera. Elle est absente, la victime. Quand vous avez une affaire de viol, ou même de tentative de meurtre, la victime est souvent présente. Donc, physiquement, on peut lui poser des questions. Elle peut dire son traumatisme, tout ça. Elle peut s'exprimer. Mais dans une affaire de meurtre, ce n'est pas le cas. La victime n'est pas là. Et souvent, il peut arriver que l'auteur, puisqu'il n'y a pas de témoin forcément du crime, peut dire « mais la victime, elle m'a provoqué, elle m'a fait ci ». C'est peut-être pas vrai. Mais personne ne peut le contredire puisqu'il n'y avait pas de témoin. Quand le crime se passe, je rencontre un certain nombre, dans une cuisine, l'auteur a beau jeu de dire elle m'a insulté, elle m'a fait ci, mais comment on va le prouver ça? Et lui, ce qu'il explique, on va en prendre note, et la victime ne dira rien parce qu'elle n'est pas là. Donc, est-ce que ce qu'il dit est plausible? Et on ne saura jamais exactement, quand tout ça s'est passé en tête-à-tête, qu'est-ce qui s'est passé. Quand le crime se passe en pleine rue avec des propos, mais quand ça se passe comme souvent dans un domicile, vous ne savez pas ce qui s'est dit réellement. Et l'auteur peut essayer de minimiser sa responsabilité en disant « elle m'a insulté, elle m'a provoqué, elle m'a… » Et vous ne savez pas si c'est vrai. Et c'est bien souvent comme ça en plus. Et ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver. C'est très facile de raconter une histoire, monter un scénario qui n'est pas celui de la réalité. Alors, surtout si, encore une fois, vous n'avez pas d'éléments qui permettent de dire le contraire. Si, par exemple, vous avez un cadavre par terre et avec des projections de sang sur le mur, on peut déterminer si le coup était porté quand la personne était couchée ou si elle était debout. Et ça peut confirmer ou contredire la thèse de l'auteur, qui veut dire mais je lui ai donné un coup comme ça, parce que si elle était couchée, ça veut dire qu'elle était plus vulnérable que si elle était debout dans une bagarre. Voilà. Il y a des aspects un peu matériels qu'on doit examiner qui vont permettre de déterminer si ce que raconte le type, l'auteur, peut être exact ou complètement faux. Ça, c'est la preuve matérielle, mais quelquefois, on n'a rien de tout ça. Le type, il a tué sa victime, il l'a transportée dans sa bagnole et il va la jeter quelque part. Et donc, et on retrouvera peut-être le corps longtemps après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, puisque le lieu où on découvre le corps n'est pas le lieu où il y a eu le crime. Bien sûr. Donc, ça joue en faveur de l'auteur. Et c'est ce qu'a fait Nordal Hollandais, il avait fait disparaître le corps de ses deux victimes. Et quelquefois, ça marche, puisqu'on ne retrouvera jamais la victime et l'auteur, il sera impuni. Vous avez jugé ou instruit de nombreuses affaires de féminicide. Vous écrivez « L'amour devenu haine arme la main meurtrière ». Est-ce le schéma le plus fréquent que vous ayez vu? Oui. On voit des couples qui ont vécu longtemps ensemble, qui à un moment, on ne supporte plus, pour 1000 raisons, évidemment. Et il y a… souvent, l'homme tue sa femme parce qu'elle veut l'abandonner. Et je le raconte, j'ai des exemples où la femme en a un peu marre de l'oisiveté de son compagnon ou de son alcoolisme. Donc le type craint qu'elle l'abandonne et il la tue. Je raconte l'histoire d'un policier aussi qui a tué sa femme dans ces conditions. Et la femme, elle, quand elle tue son conjoint, c'est pour qu'il la laisse tranquille. Elle en a marre, quoi. Un peu comme c'est ce que je raconte. Donc ça, c'est des choses de la vie courante, de la vie quotidienne, puisque chaque année, il y a entre 100 et 150 homicides conjugaux, féminicides et meurtres de conjoints. Et donc, ça montre bien que, et ça touche un peu tous les milieux, que c'est des choses, malheureusement, qu'on a même du mal à prévenir, puisque malgré les bracelets électroniques, les bracelets anti-rapprochement, si un type est déterminé à tuer son conjoint ou son ex-conjoint, il peut y arriver. Très récemment, avec le procès de Mounir Bouta. Ben oui. Ouais. Alors après, il y a eu des grosses carences des enquêteurs ou de la justice dans certains dossiers, mais j'ai connu ça. Si vous avez quelqu'un qui, même avec un bracelet anti-rapprochement, vous savez, qui détecte si vous vous rapprochez dans l'environnement de la victime, mais le temps que les policiers arrivent, si le type il est déterminé, il peut planter, tuer son ex-conjoint. Il sait qu'il va être arrêté. Mais j'en ai connu des gens qui étaient tellement acharnés à la perte de leur femme, celui qui a mis une bombe dans la voiture, qui sont prêts à tout.
J'ai même connu une histoire à Chambéry où un type était en train de... Enfin, on entendait rouler sa femme, les policiers ont été appelés, ils sont arrivés, le gars était en train de poignarder sa femme dans l'appartement, et il continuait à la menacer, et un des policiers l'a tué, l'a battu, pour protéger la femme. Donc même avec la présence des policiers, le gars était encore acharné à essayer de tuer ça. C'est pour dire que les sentiments personnels, familiaux sont les plus forts, quoi. Et cela, quelqu'un qui est déterminé, il veut pas. Alors, souvent, enfin, un certain nombre se suicident, pas souvent. Quelquefois, ils se suicident, ils entraînent tout le monde dans la mort. Ou ils veulent absolument la mort de leur conjoint pour des tas de raisons. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'empêcher des féminicides, parce qu'il arrive quelquefois que la femme n'ait jamais déposé plainte. Donc ça, comment savoir si un jour elle peut être victime? Et que même si elle a déposé plainte, on ne peut pas, puisqu'il y a 200 000 à peu près femmes qui sont victimes de violences conjugales, on ne peut pas mettre des policiers derrière tous les suspects, c'est pas possible. Et tous les pays du monde sont confrontés à ça. Comment essayer de prévenir un passage à l'acte d'une femme dont le conjoint habite dans les parages? S'il commet un acte de violence, on pourra le juger, mais si ce n'est pas le cas, on a vu des gens qui n'avaient jamais frappé leur femme, enfin en tout cas, qu'il avait peut-être fait, mais sans que la femme dépose plainte, qui un jour la tue. Donc, il n'y a pas de signe avant-coureur. Et dans les quelques scandales qu'on a évoqués, là, il y a eu des ratés, c'est-à-dire que des victimes avaient déposé plainte et malheureusement, peu de choses a été fait. Aujourd'hui, les choses ont quand même changé. Mais néanmoins, vous apercevez, et il y en aura malheureusement d'ici à la fin de l'année 2025, il y aura des femmes qui vont être tuées par leur conjoint. C'est triste à dire, parce qu'il sera très compliqué de les empêcher d'agir de façon préventive, parce qu'on n'a pas les moyens et qu'à un moment, on est dans la vie privée. Le seul lieu où la puissance publique ne pénètre pas, c'est la famille, c'est le domicile. La rue, il y a des caméras, le métro, tout ça. Mais chez vous, et je l'ai souvent dit, il y a des couteaux. Il peut y avoir des armes à feu aussi. Et donc, c'est vite fait qu'une querelle dégénère, avec l'alcool ou pas, et que ça, comment vous l'empêchez ? Même si la femme hurle, le temps que la police arrive, ça va être vite fait. Et j'en ai connu des dizaines d'affaires comme ça. Et ça, c'est toujours un échec de se dire on aurait pu empêcher, mais empêcher comment ? Justement, c'est malheureux. Pas simple. Avec votre quarantaine d'années d'expérience dans la magistrature, quel conseil vous pourriez donner à une femme qui cherche à se protéger de son mari, qui fait face à un mari violent ? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut absolument, mais c'est valable aussi pour les abus sexuels, on le voit avec MeToo et tout, une femme violentée, abusée, systématiquement dépose plainte, se signale. Pendant longtemps, elle ne le faisait pas, on n'osait pas. Ça peut être aussi une mise en danger pour elle. Oui, finalement. Mais il faut... Parce que les mesures derrière qui suivent, elles ne sont pas forcément c'est ça, assez protectrices. Il y a les violences physiques, qui peuvent laisser des traces, puis il y a les violences psychologiques qui sont plus difficiles à démontrer. Mais il faut, et c'est plus le cas qu'avant, en plus il y a des associations qui viennent aider les victimes, tout de suite aller déposer plainte. Ce qui ne veut pas dire que l'auteur ira en prison, parce que sinon, il y a plus de 200 000 violences conjugales. Bon, ça peut être une gifle, mais qui est déjà mauvais signe. On ne va pas imaginer que tous les auteurs de violences conjugales seront des meurtriers. Heureusement pas. Je vous dis, il y a plus de 200 000 violences conjugales et finalement, il y a une centaine, 100, 120 meurtriers. Donc ça montre que heureusement, tout le monde ne va pas tuer, mais il faut surtout que les victimes se signalent. Et pour les affaires sexuelles, encore plus, parce que là, c'est encore plus intime, et que là, si elles ne disent rien, ça se reproduira. Et vous le voyez aujourd'hui, des gens révèlent qu'ils ont été abusés sexuellement il y a très longtemps. Et si on dépose plainte tardivement, il peut y avoir un problème de prescription. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas poursuivre. Et ça rend difficile l'exercice de la justice si la victime ne s'est jamais manifestée. Aujourd'hui, il y a des soutiens multiples. Une femme est quand même beaucoup plus encadrée, soutenue, conseillée qu'auparavant. Mais vous aurez toujours des femmes qui auront peur, qui culturellement n'oseront pas forcément faire cette démarche, qui ont peur d'être mises dehors. Enfin, il y a aussi plein d'inquiétudes qui ne sont pas faciles pour des femmes, notamment de milieux modestes, parce qu'elles remettent en cause plein de choses. Et puis même la famille du conjoint ne sera pas du tout solidaire d'elle. Donc il y a plein de contraintes à la fois culturelles, sociales, sociologiques et autres, économiques, qui font que des victimes ne se signalent pas. Et un jour, ça peut terminer dans le sang.
D'où l'intérêt de les aider au maximum, mais je sais que c'est difficile. Hein. Dans certains quartiers, pour une femme aller au commissariat ou aller voir une maison de la justice, c'est déjà un peu suspect aux yeux de certains. Comment, mais qu'est-ce que tu es allé faire? Elle a fait une démarche qui peut être critiquée dans son entourage. Parce que c'est pas évident hein, de faire ces démarches dans certains endroits où on sait très, très vite ce que vous faites. Donc il y a des numéros verts, il y a des gens qu'on peut appeler pour avoir des conseils, mais à un moment, il faut faire une démarche. Il faut dire, je signale, je dépose plainte. Et ça, il faut à un moment sortir de chez soi. Il faut donc vraiment que ces femmes soient le plus soutenues possible. Et vous pensez que la justice, elle devrait être peut-être réformée vis-à-vis de ça? Enfin, réformée, il y a dans déjà la limite beaucoup... du raisonnable, bien sûr. Non, mais il y a eu beaucoup de lois qui ont été adoptées. Il y a des politiques pénales bien soutenues, les parquets s'organisent, il y a des sections spécialisées de magistrats pour les violences conjugales. On a beaucoup progressé. Donc, je pense qu'on prévient, grâce à ça, des crimes qui auraient pu se passer si on n'avait pas mis en place ça. Néanmoins, je vous dis, il y aura toujours ceux qui passeront en travers. Ouais. Je vous dis, il est quasiment impossible d'empêcher des crimes dans un milieu clos. Voilà. Je raconte un certain nombre de rixes à domicile. Comment vous les empêchez? Une dispute, vous avez un ami, vous buvez, à un moment vous disputez, comment vous l'empêchez ça? Personne ne pourra l'empêcher, parce que c'est un acte non réfléchi. Je raconte, la plupart des crimes que je raconte, pas tous, ce sont des crimes où le type s'est levé le matin sans savoir qu'il allait tuer quelqu'un dans la journée. Voilà. Et il le regrettera après coup. Et donc, comment prévenir un acte impulsif sans signe avant-coureur? Vous mettez tous les juges du monde, tous les policiers, sauf à ce qu'il y ait des caméras dans les chambres à coucher, dans tous les appartements. Et même s'il y avait une caméra reliée au commissariat, le temps que la police vienne, mais vous imaginez, après, c'est le respect des libertés. On ne peut pas non plus s'immiscer dans la vie des gens, sinon on est dans un état totalitaire, hein, c'est clair. Donc à un moment, il y a toujours... alors il y a un contrôle social qui peut se mettre en place. Si les voisins entendent des choses, qu'ils le signalent, parce qu'il y a aussi ça. Moi je ne veux pas me mêler des affaires des autres. On entend hurler un gamin qui est frappé, et si on ne fait rien, on est fautif. Il faut aussi que l'environnement vienne en soutien, que les citoyens fassent des démarches civiques. S'ils entendent des choses, qu'ils le signalent. Combien il y a eu d'affaires comme ça, de meurtres d'enfants, de souffrances, alors que les voisins avaient entendu. La petite Amandine, là, récemment. Il y a plein de choses. Ouais. Voilà. Donc c'est collectif. C'est pas seulement une question de police, de justice, c'est une question de société. Et tous les citoyens, à un moment, vous, moi, on peut être dans une situation, on voit une voix où on entend quelque chose, il faut le dire. Si les gens ont peur, mais c'est pas mes affaires. Je l'ai connu ce discours. Moi, j'ai envie de leur répondre, écoutez, cher monsieur, chère madame, si c'est vous un jour la victime, ne déposez pas plainte, hein, puisque vous dites que vous voulez rien faire pour les autres. Mais si vous êtes à votre tour victime, est-ce que vous accepterez que finalement on n'ait rien fait pour vous? C'est trop facile de se mettre dans la position, j'aurai des ennuis et tout. Mais la vie en société, c'est aussi de la solidarité, un minimum. Ça peut vous arriver. Donc il y a toujours un peu cette idée que moi je veux pas d'ennui. Je veux pas témoigner, je veux pas d'ennui. En fait, vous voulez pas que votre petit confort soit mis en cause. Et ça, il faut le casser, ça. Et en appeler à la conscience des gens qui, encore une fois, peuvent être à leur tour un jour victimes. Hein. Ça peut arriver plus vite qu'on ne croit. Alors, ce que j'ai beaucoup constaté dans votre livre aussi, c'est la présence d'alcool et de parcours de vie particulièrement difficiles. Ouais. Et je me suis dit, le fait d'être alcoolisé pendant un acte criminel, comme un crime de sang notamment, est-ce que c'est une circonstance atténuante finalement? Est-ce qu'avoir un parcours de vie difficile, c'est une circonstance atténuante? Est-ce que la justice peut excuser certains, enfin pas excuser bien sûr, peut minimiser certains comportements parce qu'on n'était pas dans son état normal? Alors en droit, le fait de s'être alcoolisé ou d'avoir pris des produits stupéfiants n'est pas une circonstance atténuante. Évidemment, puisque vous l'avez fait librement, personne ne vous a obligé de boire ou de prendre des produits stupéfiants. Regardez, quand les accidents de la route, c'est même une circonstance aggravante. Si vous prenez le volant et que vous avez bu, que vous tuez quelqu'un, c'est aggravant. Alors, vous avez suivi l'affaire de Maëlys de bout en bout. Pourquoi vous avez décidé de clôturer votre livre, mais au-delà de ça, de clôturer votre carrière sur cette affaire-là? Alors, je ne l'ai pas suivi complètement de bout en bout, puisque j'étais procureur général, donc ce n'est pas moi qui suivais l'affaire, c'était le procureur de la République de Grenoble. Moi, je la voyais de plus loin. En revanche, j'ai assuré l'accusation, j'ai soutenu l'accusation, comme on dit, pendant le procès, qui a duré 3 semaines.
janvier-février 2022. En fait, c'est l'affaire la plus médiatique du moment, puisque cette affaire, on en avait beaucoup parlé, Nordal-Lelandais, le caporal noyé, la petite Maëlys. Il y a eu beaucoup d'émissions, d'ailleurs, même peu de temps avant le procès. Et j'allais régulièrement à la cour d'assises. Avant cette affaire, je soutenais l'accusation. Je l'ai fait dans un certain nombre d'affaires. Je les raconte d'ailleurs dans le livre. Et là, je trouvais normal que ce soit le procureur général qui soutienne l'accusation, dans la mesure où on a fait une grosse organisation. Il y avait 2 salles d'audience avec retransmission. Chaque jour, on avait entre 500 et 1000 personnes qui attendaient pour entrer au palais de justice. Des étudiants, beaucoup de monde. C'est énorme. Énormément de. On avait accrédité, je crois, une centaine de journalistes. Ils étaient là dans la salle des pas perdus. Donc, c'est le grand procès. Et on était sur la fin du Covid. Il y avait encore le Covid, on a oublié. Donc, on avait encore les masques qu'on enlevait pendant l'audience, plus ou moins. Et tout ça s'est bien passé. On a mis 1 an à organiser le procès, qui a eu un coût. Tout s'est bien passé, on a pu juger et finalement, l'auteur a été condamné. Et c'est une affaire marquante. Et comme je quittais mes fonctions quelques mois après, j'ai voulu en terminer par ça. C'était bien que l'affaire soit jugée pendant que j'étais encore en activité. Et je vous dis, c'était pas mon premier dossier. J'en ai pris beaucoup d'autres avant. Et la cour d'assises, ça m'a toujours intéressé, parce que c'est la phase finale. C'est là que tout se dit. C'est le grand théâtre, entre guillemets. C'est ça qui est important, qu'on donne au public le dossier. Et puis voilà, ça s'est passé. On n'a pas eu de problème. La condamnation a été prononcée. Il n'y a pas eu d'appel. Ça, c'était bien, parce que imposer à la famille, terrible, enfin, aux victimes, un nouveau procès, c'était quand même difficile à imaginer. Et puis voilà, et depuis, le temps passe et Nordal-Lelandais est en prison. Il a même fait un enfant d'ailleurs avec une de ses visiteuses. Il a changé de nom puisqu'il a pris le nom de famille de sa mère. Voilà, et peut-être qu'on reparlera un jour de lui d'une manière ou d'une autre. Vous parlez d'un effroi collectif. Qu'est-ce qui, selon vous, a tant choqué la France dans cette affaire? C'est la personnalité de l'accusé, l'innocence de la victime? Oui, c'est à la fois le fait qu'il y ait 2 victimes à quelques mois d'intervalle. L'un, un caporal qui était ivre. Oui, la petite Maëlys, 8 ans, qui ne demandait rien à personne, dans un lieu improbable. On était dans une fête de mariage, dans un village. Au mariage de ses propres parents, non? Pas de ses propres parents. Non, c'est des amis des parents. Et la petite, elle est enlevée à 3 heures du matin par un type qui était là par hasard, enfin, Nordal-Lelandais, qui était un ami du marié. Il est arrivé en Bermuda, cool. Bon, il avait pris de la coke et malheureusement, il a croisé la route de la petite, sachant qu'il avait déjà commis des actes sexuels des semaines auparavant sur des petites cousines. Ouais. Donc, bref. Qui avait été pris en vidéo. Ce qui était terrible, vous savez, c'est souvent, on voit que le petit Émile, c'est l'image de l'enfant, on voit le sourire, c'est les images qu'on voit régulièrement. On voyait la petite avec sa robe blanche, avec un petit sourire malicieux. Donc, tout le monde se sent touché par ça. C'est pour ça que l'affaire a eu un retentissement. Plus le fait que Nordal-Lelandais, il apparaissait comme un prédateur avec déjà un meurtre. Tout ça, il y avait un peu les ingrédients pour faire une affaire importante. C'était l'affaire française du moment. Et aujourd'hui, quand vous citez Nordal-Lelandais, ça parle encore à beaucoup de gens. Heureusement, encore une fois, l'affaire a été élucidée. Ça a pu être jugé dans de bonnes conditions. Et voilà, c'est ce qu'il faut retenir, quoi. Alors, dans votre livre, vous écrivez sur le comportement de Nordal-Lelandais pendant son procès, ses gestes, etc. Est-ce qu'il vous est apparu comme un criminel ordinaire ou il avait quelque chose en plus? Alors moi, j'ai noté qu'effectivement, il avait une certaine humanité, etc. Mais je l'ai jamais vu vraiment déstabilisé. On sentait un type avec une froideur quand même. Il était capable de réactions humaines, évidemment. Il a baissé la tête et tout ça. Mais j'ai bien noté, et ça ressemblait bien au dossier, que c'était plutôt, pour moi, c'est un psychopathe, indifférent à la souffrance des autres. Et finalement, je me demande si c'était pas plus sur son sort qu'il s'apitoyait que sur le sort de la famille. Le moment peut-être le plus fort, c'est quand la sœur de la petite Maëlys, Colline, la petite, a interpellé le Nordal-Lelandais pour lui dire parle, etc. Parce qu'il a soutenu que c'était presque un accident. Puis en fait, il en a pas démordu, quoi. Il a resté sur sa position. Son avocat a pu lui faire admettre qu'il avait donné un coup mortel.
Mais quand même, j'ai vite noté qu'il n'y avait pas vraiment de sentiment, que tout ça était un peu factice et qu'il était bien d'avoir mis hors d'état de nuire un individu comme ça, dont je peux penser qu'il aurait pu tuer d'autres personnes. On sait qu'un procès d'assises, c'est aussi un moment pour faire parler le crime. Vous, à l'issue de ce procès, est-ce que vous avez eu l'impression qu'une certaine forme de vérité avait été atteinte? Oui, alors, vous savez, on ne sait jamais tout. Je le dis souvent aux familles, enfin, aux parties civiles, il faut jurer quand je prends la parole. Je dis, vous savez, vous êtes face à un puzzle. On va vous donner des pièces qui vont s'assembler, puis il y aura des trous. Tu sais, il manquera des choses. Là, on ne sait pas exactement la motivation de Nordal-Lelandais. Il y a des choses qui manquent parce qu'on ne sait jamais tout d'une affaire, surtout quand il n'y a pas de témoins. Donc le puzzle, il n'est jamais complet. Même s'il y a une condamnation, soit le type a reconnu les faits, il l'acceptera, soit il les conteste, il fera appel s'il le souhaite. Mais on ne peut pas prétendre tout savoir d'une affaire parce que souvent, il n'y a pas de témoins. Puis sur la motivation, il y a des zones d'ombre, il y a des choses comme ça. Je raconte un garçon qui a tué son père et ses frères. C'est trouble. Est-ce que c'est pour de l'argent? Est-ce que c'est parce qu'il se sentait mal aimé? Il y a plein de choses. Et donc, il manque toujours des explications. Et même après un procès, on a une vérité, mais qui n'est pas forcément la vérité, avec un grand V. C'est une vérité judiciaire. Voilà. Et ça, on est face à un travail humain. Si un jour, c'est l'intelligence artificielle qui juge, ce sera peut-être différent. Mais aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, on peut faire appel d'un verdict de cour d'assises et il n'y a plus la peine de mort. Vous savez que jusqu'en 1981, si vous étiez condamné à mort en cour d'assises, vous ne pouviez pas faire appel. Il n'y a qu'un pourvoi en cassation. Et donc, un certain nombre de tueurs en série aujourd'hui auraient été décapités avant 1980, à tous les coups. Donc aujourd'hui, on a progressé, on peut contester un verdict. Avant, ce n'était pas possible et on n'encourt plus la peine de mort. Donc on est, voilà, et ce qui donne quand même des espoirs à l'accusé, au condamné. Ce qui peut frustrer les familles aussi, qui auraient aimé que les choses soient dites. Et souvent, les familles sortent frustrées parce qu'elles espéraient que l'auteur, l'accusé, allait dire des choses, allait mieux s'expliquer. Et finalement, c'est rarement le cas. Pourquoi? Parce que même si le type admet avoir tué, il a du mal à expliquer qu'il avait vraiment voulu tuer. Il a du mal à expliquer pourquoi il a fait ça. Et moi, j'ai très souvent noté que même après le procès, les victimes sont contentes du verdict, mais elles sont frustrées parce que le type ne s'est pas exprimé. Parce qu'un procès, c'est intimidant et ce n'est pas forcément le meilleur endroit où l'accusé va se révéler complètement. Pour avoir assisté à des procès, je reconnais totalement que beaucoup d'accusés ont du mal à mettre des mots ou à reconnaître complètement leur culpabilité. Est-ce qu'ils ont du mal parce que justement ils veulent mieux se défendre, ou alors est-ce qu'ils ont vraiment du mal à se souvenir des faits? Ouais. Certains faits, moi j'ai des accusés qui vous disaient c'était un film, je me souviens plus. Oui, voilà. Ouais. Il y a la parenthèse mentale qui est possible. D'autres, c'est par stratégie de défense, pour minimiser leurs responsabilités. Et donc ils ont pas intérêt de révéler certaines choses qui pourraient être gênantes pour eux. Exemple, oui, la victime, elle m'a menacé, alors que c'est peut-être pas vrai du tout. Donc ils vont raconter, on ne pourra pas leur opposer un démenti. Donc il y a une stratégie de défense que leur avocat peut leur conseiller. Il y a la propre conscience de l'intéressé qui dit est-ce que vraiment je dis tout, ou par froideur je vais garder pour moi. J'espère peut-être que la peine soit moins élevée, ce qui est d'ailleurs une erreur, parce que on dit toujours faute avouée est à moitié pardonnée, et ça joue en cour d'assises. Si l'accusé reconnaît et plein de contrition, les jurés ils sont sensibles et la peine peut être bien inférieure. Si vous avez un accusé qui est froid, méprisant et qui dit boum, la peine est la plus large. Souvent. Et donc, après, l'accusé va peut-être pas forcément adopter cette stratégie. Il y a des gens, même leurs avocats ont du mal à leur faire changer de position, parce que c'est très difficile de reconnaître les choses. On a des fois ses propres parents dans la salle. Enfin voilà, il y a toute cette chose-là qui fait qu'il restera toujours des zones d'ombre, même après un verdict. Vous écrivez, pour revenir justement au chapitre de Nordal-Lelandais et de la petite Maëlys, vous écrivez que vous aviez eu la main qui tremblait pendant l'écriture de chapitre. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que vous avez eu autant de mal à poser des mots sur une affaire?
Ce qui était plus simple, c'est que les faits étaient en fait établis. On se trompait pas d'auteur, hein, donc c'est déjà, il n'y avait pas la démonstration de dire c'est lui, c'est lui. Mais j'étais pris par l'émotion en fait, parce que on avait affaire des parents, on avait des enfants victimes, le poids médiatique. Vous savez, quand vous vous levez, je l'explique, hein, devant une salle où il y a 150 personnes, une autre salle pleine, où il y a du public, vous vous dites plus que disent les journalistes, puis maintenant c'est le tweet, le live tweet, hein, on est en direct, vous savez que vous êtes sous contrôle, enfin sous le regard de plein de gens. Donc il y a à la fois du trac, forcément, de l'émotion qu'on ne peut pas dissimuler. Et moi, il m'est arrivé souvent, et je pense que c'était le cas, c'est au moment du prononcé de la peine, de ma demande de peine, que là, la voix peut un peu vaciller parce qu'il y a de l'émotion qui vous gagne, quoi. Même si j'en ai fait beaucoup de procès, je me suis forcément endurci, mais il y a toujours quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser et qui finalement donne de l'émotion aussi au public. Si on sent que l'avocat général, il est lui-même touché, je trouve que c'est mieux. C'est comme un acteur, hein, entre guillemets, qui faire passer un sentiment qui semble authentique plutôt d'un truc. Puis moi, j'ai jamais eu pour habitude de vitupérer, d'hurler, je trouve que c'est une erreur, hein. On peut faire une démonstration plus froide, sans concession pour l'accusé. Je crois que je n'ai pas fait de concession vis-à-vis de Nordal Hollandais, mais sans tomber dans l'injure ou dans l'exagération. Je trouve que ça ne sert à rien. Puis ça n'a jamais été ma façon de faire. Quand vous avez quitté cette cour d'assises, ce procès de Nordal Lelandais, vous êtes parti en homme apaisé ou en homme assez frustré? Non, apaisé, parce que le procès s'était bien déroulé, on n'a pas eu d'incident, on s'était beaucoup démené pour ça. J'étais très heureux de voir autant d'étudiants, parce que enseignant à la fac à Sciences Po Grenoble, je voyais c'était vraiment bien. Les journalistes ont bien fait le job et pour la première fois de ma vie, j'ai répondu à une interview dans la salle des pas perdus après le verdict. Ah oui. Je l'avais jamais fait. Donc, les avocats le font, hein, toutes les suspensions. Moi, je l'avais jamais fait. C'est Dominique Rizet de BFM TV qui m'avait interviewé. Et j'ai essayé d'expliquer tout ça, quoi. Et j'avais une position de procureur général qui permettait de dire que j'avais noté qu'il n'y aurait pas d'appel de la défense et que moi, de mon côté, je ne ferais pas appel. Voilà, donc c'était intéressant et j'étais bien content que ce soit fait. Et puis après, psychologiquement, se dire, voilà, on a fait le travail. Les parents repartent avec leur souffrance, malheureusement, mais eux-mêmes étaient quand même contents. J'y mets depuis quand même... ça faisait 5 ans, hein, que leur souffrance était là, de voir que tout ça s'était plutôt bien terminé. Mais est-ce qu'un verdict, ça peut vraiment réparer la douleur d'une famille? Non, un verdict, c'est la justice qui prononce une peine au nom de la société, du peuple français, mais les frustrations, la souffrance de la victime restera toujours, parce que quel que soit le verdict, la petite Maëlys ne réapparaîtrait pas, la personne tuée n'aurait... Donc, même la punition n'équilibrera pas la souffrance. C'est le problème, ça. Et donc, on le voit aussi dans les affaires correctionnelles, hein, ou des accidents, où les familles ne comprennent pas que les peines ne soient pas assez élevées. Mais on est dans des accidents, parce qu'elles ont perdu un proche. Donc, et là, la justice ne peut pas réparer. On dit toujours, dans la souffrance, il y a de l'irréparable. La souffrance humaine, quel que soit le verdict, même aux États-Unis, où je crois que dans certains cas, les familles assistent à l'exécution d'un condamné, ça arrive dans certains États, même les familles n'en sortent pas spécialement apaisées, parce que on a tué celui qui a tué leur fils ou leur fille, et voilà, mais la vie continue, et eux, ils garderont tout ça, quoi. Ce qui est difficile à admettre pour les familles, c'est que l'accusé condamné qui a tué retrouve une vie en prison plutôt confortable, à leurs yeux, et qu'un jour, peut-être, il sortira de prison. Ça, c'est difficile à admettre. Il m'a tué mon enfant et il sortira de prison. Voilà, ça, c'est le truc qu'on a humainement, qu'il est impossible d'accepter, quel que soit quand on a perdu un proche, quoi. Oui, on les comprend forcément. Ouais. Mais c'est la loi, c'est la société. On arrive vers la fin de cette interview. Vous, qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune magistrat qui entre dans la profession? Qu'est-ce que vous lui diriez? Je le conseillerais alors de choisir ce qu'il veut, de faire du pénal, du civil, mais s'il fait du pénal, comme on dit, s'il est juge d'instruction substitut, qu'il se passionne pour son métier, qu'il ait de la curiosité intellectuelle, qu'il s'ouvre à des horizons qu'il connaît mal, rencontrer des journalistes, rencontrer des
des écoliers, des lycéens, de se sortir un peu de son palais de justice, parce que ça prend beaucoup de temps. On apprend beaucoup sur l'être humain. Vous savez, dans tout métier, il y a 3 aspects. C'est valable pour tous les métiers. Des lieux, des moments et des rencontres. Vous allez aller sur des lieux extraordinaires, des fois des situations étonnantes, des moments tragiques ou comiques que vous allez vivre. Mais c'est valable pour tous les métiers. Et enfin, des rencontres. Vous allez faire avec des gens formidables qui vous croisez votre route ou des gens détestables. Et c'est ça qui est intéressant dans tout métier, journaliste, tout ce qu'on veut. Et c'est ça qu'il faut un moment. L'enrichissement de l'être humain, c'est la rencontre avec les autres. C'est de sortir de ces bouquins de droit, qui vous mobilisent, et aussi de vous améliorer vous-même. De dire, est-ce que moi, là, je suis peut-être progresser sur certaines choses, de ne pas croire que vous avez tous les pouvoirs, que parce que vous êtes procureur, vous pouvez imposer des choses. Il faut cultiver l'hésitation, le doute un moment. Est-ce que j'ai raison? Demander l'avis des autres, pas croire qu'on sait tout. Parce que ça amène au cold case à un moment. Ça, c'est pas la bonne piste, je la rejette. Voilà. Donc, de l'humilité. On le dit toujours, arriver à avoir un peu de modestie, de se dire, je me trompe peut-être, je demande l'avis d'un autre. Et c'est ça que je conseillerais à un jeune collègue ou un futur collègue. Et vous, après tout cela, est-ce que vous croyez encore en l'homme, en l'humanité? Oui. Je crois que je conclus comme ça ce livre en disant, malgré les milliers d'escrocs, voleurs, truands, assassins que j'ai rencontrés, je crois encore en l'être humain, parce que sinon, on ne peut plus vivre. Hein. Si je voyais tous mes compatriotes comme des assassins, des escrocs, ce serait terrible. Hein. Donc, et vous savez, dans l'être humain, il y a du magnifique. Hein. Regardez tout ce qui fait de beau. Hein. Et puis, il peut y avoir de l'horrible. Hein. Donc, pour certains, ce sera une vie exemplaire. Prenez l'abbé Pierre. Hein. Ouais, c'était le saint représenté. Puis, on sait aussi qu'il avait une vie. Voilà. Donc, c'est des fois jamais tout blanc, tout noir. Donc, il faut plutôt voir la partie positive de l'être humain, que la plupart des gens ont, sauf quelques êtres abominables. On a l'impression qu'ils sont nés pour faire du mal. Mais en dehors de ces gens-là, il y a une part positive dans l'être humain, quoi. Et même des délinquants que j'ai rencontrés ont des aspects sympas. Voilà. Et à un moment, c'est la fatalité, c'est le hasard qui vous tombe dessus. Mais croyons en l'être humain, c'est le plus important. Merci Jacques d'avoir répondu à mes questions. Merci Christobal, merci à vous. Je vous rappelle Jacques Dallès qui a sorti son 3e livre sur les chemins du crime, paru chez ma réédition. Ça se voit que je l'ai lu et je vous conseille de le lire à votre tour. Non, sérieusement, c'est un super bouquin où on voit qu'il a été travaillé. Ouais, non, mais je me présente pas nu du tout. Voilà, merci de nous avoir regardés sur YouTube et écoutés en podcast. N'hésitez pas à commenter, liker, nous faire des retours. On arrive bientôt avec de nouvelles vidéos et on est ravis de produire tout ça. Voilà, au revoir.